Bientôt minuit, dit le comte de Dracula. Le comte de Dracula se leva, la cape rejetée en arrière. Général von Rosenstein doit absolument être retrouvé. Et je vais agir en ce qui est de mon pouvoir pour le localiser. Il remonta l'immense escalier de marbre, ayant atteint l'étage supérieur, et se transforma en chauve-souris dans l'obscurité et s'envola dans la nuit où la pleine lune se levait à l'horizon. Doué de pouvoirs surnaturels, il voltait dans les airs cherchant à localiser le docteur Helmut von Rosenstein. Talbot s'était enfermé dans la chambre blindée pour passer sa crise de transformation en loup-garou. Une machine lui injecta un liquide spécial pour le calmer. Ayant l'apparence du werewolf, il rejoignit l'assemblée au rez-de-chaussée du manoir, s'asseyant tranquillement à côté de l'androïde qui avait replacé son cœur nucléaire au bon endroit en donnant un coup de paume de sa main énorme. Il revissa tranquillement certains boutons de son torse, en prenant soin de coudre la chair tout autour. Le zombie regardait. Il jeta des amulettes sur le sol, et ses yeux devinrent blancs. En disparaissant dans leur orbite, il lança dans une voix d'outre-tombe: les esprits vaudous m'indiquent le lieu où est retenu le docteur. Il est à New York, à quelques miles d'ici. Il désigna un nom de quartier, mais je ne vois pas avec précision le nom de la rue, continua-t-il. Puis l'être zombie fut plus précis dans ses paroles. Ah, je vois, il est enfermé dans une pièce, et le nom de la rue est Downright Street 75. Ça y est, les gardes cherchent à fermer toutes les issues. Soudain, les yeux de Baron Samedi reprirent leur position normale. Le comte de Dracula descendit en planant doucement sur le toit de la maison du 75. Il avait perçu la magie noire de Baron Samedi. Le vampire reprit son aspect de corps humain et chercha à s'introduire discrètement dans l'appartement. Quant au général Niels, il était déjà arrivé avec un contingent militaire devant Downright Street, et ses hommes prenaient peu à peu position tout autour de la maison. Un homme à la calvitie et aux traits prononcés entra dans la chambre où était retenu prisonnier le docteur. Docteur Helmut von Rosenstein, vous devez venir avec nous à présent. Le praticien s'éveilla. Il s'assit sur le lit où il était assoupi, puis vérifia sa boussole. Elle était toujours sur lui. Il mit ses chaussures. L'homme chauve reprit: vos services nous seront d'une très grande utilité. Suivez-moi, dit-il, revêtant sa redingote noire et son original chapeau. Le docteur fit ce qui lui était ordonné. Tout à coup, surgissant tel un vent, le comte de Dracula s'interposa entre les deux personnes. Une musique classique envahit les lieux, ce qui fit perdre le sang-froid à l'homme à la calvitie ainsi qu'aux autres ravisseurs. Il n'ira pas avec vous, dit le vampire. Un immense brouillard s'éleva dans la maison. Le docteur et le vampire couraient maintenant dans les escaliers vers le bas. Des sifflets se firent entendre. Baron Samedi surgit du sol de la demeure. Il donna de violents coups aux bandits qui tombèrent inanimés, puis disparut dans une tombe en ricanant. Deux gardes apparurent armés de fusils mitrailleurs. Ils ouvrirent le feu sur le docteur Frankenstein et Dracula qui fuyait vers la sortie sans succès, quand une porte en verre vola en éclats, et l'androïde, la créature de Frankenstein, se mit en marche vers les gardes horrifiés, leur confisquant leurs armes, qu'elle broya dans ses mains tels de futiles roseaux de bambou. Épouvantés, les gardes s'enfuirent à la vue du monstre. Un des gardes sortit un pistolet et voulut viser Niels Abbott, mais il fut sucé d'effroi. La patte du loup-garou Talbot lui en serra la gorge. Le général investit l'immeuble immédiatement à l'aide de ses brigades spéciales. Puis un véhicule,
au vert fumé ressemblant à un fourgon blindé, emporta le groupe de monstres sacrés du manoir. Au manoir, seul le docteur prit place au café du général dans une voiture. Aux côtés du général, pardon, seul le docteur prit place aux côtés du général dans une voiture qui suivit le fourgon discrètement dans la nuit new-yorkaise. « Qui sont vos ravisseurs » demanda Abbott. « Je ne les connais pas » reprit von Rosenstein en dévissant une petite bouteille de schnapps qu'il but à la santé de l'officier supérieur en avalant par petites gorgées pour se remonter le moral. La route vers le manoir secret, siège de la fabuleuse équipe, s'étendait à perte de vue. Les phares allumés, la voiture du général devançait le fourgon sur une autoroute. Le soleil se levait. Des voitures stationnées sur le bas-côté de l'autoroute semblaient attendre. Le portable du général Niels sonna. « Général, ici le président Blount. »« Oui, je vous reçois, monsieur le président, dit Niels. »« Il y a des fuites, Niels. M'entendez-vous » reprit le président. Un barrage se profila devant eux. Le van et la voiture ralentirent puis s'arrêtèrent. Des policiers barraient le chemin. Le visage de Niels devint plus serein à la vue du colonel Mitchell Stephen, debout devant eux à quelques mètres. Le colonel quitta sa posture et vint au garde-à-vous près du général. « Colonel, vous ici » demanda Niels. « Général, je suis ici pour vous faire passer. Les choses vont mal. » La nation de Mad Dog, le Hells Angels. Chapitre 8. Il y a une rébellion dans l'armée des États-Unis. Vous ne croirez pas, mais des États confédérés se sont soulevés comme il y a quelques siècles. Qu'est-ce que vous me racontez là, colonel, fit le général Niels. Il reprit. Les sudistes comme au temps du général Lee, fit Niels en fronçant les sourcils. Pire, général, au lieu de la bannière des confédérés, un drapeau frappé de l'étoile de David et un drapeau frappé de la croix de Jésus-Christ et de l'emblème de Marie, expliqua le colonel américain. Nous devons faire demi-tour alors, demanda Abbott. Le ciel laissa apparaître un hélicoptère civil qui approcha du barrage et atterrit non loin sur une aire dégagée. Mitchell Stephen laissa choir. Grimper et direction le manoir. Le docteur Helmut, le général Niels et le reste de l'équipe quittèrent les deux voitures pour l'hélico. « Vous serez en sécurité là-bas » leur cria Mitchell. L'hélico se dirigea dans la nuit vers le fameux manoir où se réunissaient nos monstres sacrés. Il existe sûrement d'autres individus un peu spéciaux, lança le médecin. Peut-être, mais nous le saurons à coup sûr tant que vivra le manoir, dit Niels Abbott en s'accrochant à une poignée de l'hélicoptère. Après quelques heures, Niels regroupa le manoir. Il tint une séance spéciale et prenant la parole dit « Mes chers amis, ce soir, je vous rassemble pour vous annoncer que l'heure est grave, mais pas désespérée. Une guerre semble se dessiner sur notre nation. Une guerre spéciale, car elle oppose les Américains de la nationalité de l'oncle Sam entre eux. C'est horrible. Une partie d'État se rebelle, arborant l'effigie d'un individu qu'il surnomme le Sauveur, habillé de cuir noir et armé jusqu'aux dents. Ce Sauveur s'appelle Mad Dog, Hells Angels. Il vénère le Christ dans les ténèbres de son esprit, peut-être un peu plus que Dieu le Père. Les monstres sacrés abaissèrent leurs mâchoires en un bruit d'exclamations interrogatives et pathétiques. « Oui, reprit Niels Abbott, cet étrange prophète des temps de la fin voudrait changer l'image des États-Unis et en faire une libre patrie des Hells Angels. » Le manoir se mit à applaudir. « Silence » cria Niels. « Pire que cela. Il défie le gouvernement en scandant des hymnes religieux ayant pour but la glorification de Jésus-Christ. Hors de l'équipe, elle veut prendre le pouvoir des ayatollahs d'Amérique afin que les stations d'essence disposent de réservoirs à bière fraîche et gratuite toute l'année, continua, comme les tankers à fioul. Ah ah, éclatèrent de rire les créatures de la nuit. Depuis peu de temps, l'Amérique est divisée en deux parties distinctes. Les conservateurs qui veulent un président tous les 4 ans, et l'autre Amérique, la nation Hells Angels, que je désigne sur cette carte avec une emblème de drapeau noir. Voici les États favorables à la liberté, un ramassis de désesperados.
les hippies qui veulent créer la nation machine de Mad Dog, le seigneur américain, en imposant les armes à feu pour se battre pour la justice de l'ordre, de Judge Dredd et des tracts gratuits de capotes anglaises uniquement le samedi, et largables par hélicoptère. Je vous le dis, il y a plus ici. Il n'y a plus la bannière de Jésus arborant la croix et Marie avec cependant un sigle pirate. Et l'autre, l'étoile d'Israël et des Elohim du ciel bleuâtre. Oh, s'écria le manoir. Les Hells Angels veulent vivre libres et en ce moment, je passe dans leur camp, fit le général en tronquant sa casquette de l'armée contre une casquette noire et frappée du sigle Corsair of Men Wearing. Ça va mal, les gars, il faut mettre de l'ordre. Puis il disparut sous les vivats de l'assemblée. Le manoir éteint toutes les lumières. Rien de vivant ne semble exister dans ce lieu perdu. Le silence absolu plana sur la construction cachée, non loin de New York. Seul un radar tournoyant doucement et sans bruit cherchait à détecter une quelconque présence dans le ciel au-dessus de l'habitation. Que se passait-il donc? Tous les monstres sacrés s'étaient rassemblés dans un sous-sol, non un abri anti-atomique, 5 étages en dessous. Et Neil Sabot dressa devant eux un écran d'état-major s'y déployait des immatriculations de différentes sortes, quelques missiles nucléaires par-ci, des Tomahawks de marine par-là, et des satellites tueurs en un gigantesque balai russe. Le continent américain se divisait en partisans du Fils de l'homme et en modérés de l'économie dollar. Tout à coup, des salves meurtrières de lasers offensifs se firent entendre au sol. Nom de Dieu, ils nous ont repérés, dit Abbott, en faisant un geste du doigt sur les lèvres. Et ils vont tirer sur nous ainsi combien de temps demanda Frankenstein en faisant une grimace de malaise signifiant la peur et l'indisposition à faire face aux armées de l'Armageddon. Il y a une 50aine de satellites tueurs en position géostationnaire et qui vident leurs lasers sur nous. Nom d'une pipe. Mais cet abri, il est anti-atomique, nous ne craindrons que le fait d'aller se ravitailler en bière, dit le docteur von Rosenstein. Il y aurait une réserve de caisses de bière à 5 kilomètres d'ici, mais le seul moyen d'y accéder par cette tempête de rayons, c'est de prendre un mec. Un quoi? Demanda le loup-garou. Un mech warrior, expliqua Abbott, en ouvrant un ascenseur. C'est une arme classée hyper secrète, un robot super blindé, capable de résister aux lasers qui nous aspergent. Le général Neal s'y engagea, suivi de Mortimer. Ils aboutirent au 3e sous-sol, un vaste entrepôt peu éclairé. En face d'eux, un gigantesque robot aux membres énormes, rappelant de l'acier, mais qui n'en était point, se soutenait debout, calé, contre un mur. Les deux compères y entrèrent en ouvrant une porte sur le dos. Peu après, ils étaient à l'intérieur, dans le centre de pilotage. Ils activèrent la machine qui émet le bruit d'un réacteur ou d'une turbine qui alla en crescendo. Le son se fit insupportable. Mais lorsque le général déplaça des manettes et fit tourner une manivelle, le calme revint dans la cabine. Déjà un ascenseur s'était mis en marche, remontant le mech warrior en un lieu situé hors du manoir. Mortimer se coiffa d'un casque et le général protégea ses oreilles en actionnant les commandes motrices. Le robot se mit en marche sur le chemin du village. Les tirs de laser l'avaient choisi comme cible, mais blindé, il ne l'arrêtait pas. Lorsque la vitesse afficha 40 km à l'heure, le mec se mit à courir de plus en plus vite et Nils décida de prendre un raccourci en terrain découvert. Mortimer mémorisait toutes les fonctions de tir. Il cracha une salve de canon mitrailleur pour s'assurer de l'acquisition de cibles. Il hurla de joie en voyant que cela fonctionnait à merveille. Nils Abbott demanda à Mortimer Jumpy de s'accrocher comme il pouvait. Celui-ci resserra les sangles de sa ceinture de sécurité. « On va sauter en l'air pour essayer les systèmes de jet. »« Attention, Mortimer, ça va bouger » cria Abbott. Le robot, qui pesait des tonnes, s'élança en avant tout en réglant sa suspension. Il fit un saut de plusieurs mètres de hauteur et se retrouva courant au sol à grande vitesse. Fichtre
On va avoir de la visite, fit Abbott, en désignant des spots radars à quelques kilomètres. Les tirs laser de satellites avaient cessé. Non loin des véhicules approchés, Mortimer fit un zoom sur l'un d'eux. Il conclut: des pirates, général. Ils sont armés et ne nous veulent pas le plus grand bien. Des 4x4 et des véhicules tout-terrain approchés, et il y en avait une bonne dizaine. Ce ne sont certainement pas les Hells Angels. Bons samaritains de Marie, mais de vrais pirates sans foi ni loi, dit Mortimer. Je vais les distancer sur cette plaine, puis freiner. Tu n'auras qu'à les attendre et ouvrir le feu à ta guise, expliqua Niels. Sitôt dit, sitôt fait, Mortimer ouvrit le feu sur les 5 premiers engins qui volèrent en éclats. Le mec s'était tourné en direction des tout-terrain et avançait semant la mort et la destruction. Les engins se retournaient, explosaient, atteints par la rafale et sous la puissance de feu, battirent en retraite. Ils vont sûrement revenir en très grand nombre, dit Mortimer. Allons nous servir en bière, continua Abbott. Le mec courait maintenant vers le village à quelques centaines de mètres. La pluie se mit à tomber. Dans un hangar, nos 2 amis se ravitaillèrent en tonneaux de bière fraîche. Ils les disposèrent dans la soute du mec. Il devait bien y avoir 100 litres au total. Sur le chemin du retour, Niels alluma la radio. Les nouvelles fusaient partout. La fin du monde était belle et bien annoncée. Les États-Unis s'étaient changés en société de horde et en seigneurs de la guerre. Des noms tels que Mad Dog, Shark Eyes ou Max le Fou s'appropriaient les territoires en pillant les réserves énergétiques. Mais seul dans l'abri anti-atomique isolé, le manoir survivait. Toutes les nuits, le comte Dracula repérait les supermarchés aux alentours et le manoir y puisait son approvisionnement. Niels décida de tenir une réunion. Le général voulait s'assurer de la gestion des réserves pour les jours à venir. Les temps devenaient durs. La denrée alimentaire se faisait précieuse. Nous sommes bien organisés ces temps, mais nos ressources alimentaires et hygiéniques se font de plus en plus rares aussi. Je vous informe que nous devons quitter le manoir, malheureusement. L'abri anti-atomique ne nous est d'aucune utilité. Les tirs de missiles ont visiblement cessé. Je vous somme donc de chercher ailleurs notre survie et en ces temps apocalyptiques. Cela ne sera pas chose facile. Où donc irons-nous? Quelle direction prendre? Quel lieu nous abritera-t-il? L'heure est grave. Dehors, les hordes humaines s'entretuent pour survivre. Sans foi ni loi. Nous sommes ici non loin de New York, mais il y a plus de métropoles et les dernières armes bactériologiques ont décimé toute la population. Les rues sont vides, jonchées de cadavres qui prolifèrent tout genre de virus. Nous devons trouver les autres abris anti-atomiques, car des vents irradiés soufflent parfois, semant la mort et la stérilité. J'ai ici un document précieux contenant les diverses positions géographiques d'abris dans certains États proches de nous, et nous devons emporter avec nous tout ce qui est indispensable. Et les MechWarriors, général, comment trouverons-nous le ravitaillement nécessaire demanda le docteur Helmut. Pour cela, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Les MechWarriors fonctionnaient à l'air sous pression, un additif de fiente de porc, accroît cependant leur autonomie et la triple. Nous devons donc faire un élevage de porcs, dit Mortimer agacé. Nous devons trouver des cochons et les disposer en petites fermes, et point de ralliement d'abri en abri pour survivre et pour nous défendre. Continua Niels Abbott. Tout à coup, le système de surveillance détecta la présence d'inconnus non loin du manoir. Des véhicules empruntaient la piste vers le manoir. Une dizaine de vannes et autos de camping escortés par des motos et des sidecars. Niels activa une caméra de surveillance, mais qui se pointa vers les arrivants. Devant la porte principale du manoir, des silhouettes se firent de plus en plus. Mais très tôt, Niels s'aperçut qu'elles n'étaient que celles de femmes. Déjà, une d'entre elles donna un violent coup de pied à la porte et la fit voler en éclats. Casqués, le visage bariolé de poussière, les gens entrèrent armés de fusils à pompe et d'arbalètes, prêtes à riposter contre d'éventuels agresseurs. Elles aboutirent aux portes d'un ascenseur blindé qui menait au sous-sol où se tenaient les monstres sacrés.
Niels continuait leur surveillance. Il décida d'ouvrir l'accès, voyant qu'il avait affaire à de la bonne compagnie. 4 d'entre elles s'engagèrent dans l'ascenseur, méfiantes et déterminées, puis 4 autres dans le second. Frankenstein se tint debout et prêt à les neutraliser si elles manifesteraient de l'hostilité à l'égard des gens du manoir. Niels éteint les lumières et se mit à distance de sécurité. Il laissa cependant une lueur vers son visage qui devait leur parler. La porte de l'ascenseur s'ouvrit. Enfin, dans un silence de tombe, les visiteuses pénétrèrent dans le hall principal. À la vue de Niels, elles baissèrent leurs armes. « Qui es-tu » fit la plus grande. « Niels Abbott, général des États-Unis d'Amérique. »« Combien vivez-vous là-dedans » continua-t-elle. « Et vous, qui êtes-vous et d'où venez-vous » grogna Niels à son tour. « De l'état de Providence » souffla l'une d'elles, inquiète apparemment. « Tout doux, les filles. Ici, on est un groupe de personnes spéciales. » La lumière revint. « Nous sommes ici, dit Niels, et une carte fut projetée sur le mur. Elle indiquait l'état de New York puis rétrécie en un point géographique précis. Mortimer Jumpy se leva de l'ombre où il était et saisit la jeune et grande femme par ses épaules. Celle-ci se tint prête pour lui balancer un coup de poing, mais elle s'arrêta, les yeux figés et la bouche muette. Elle balbutia. « Mortimer, Morty, c'est moi, Ivana !» Puis s'évanouit. « Abbott, Ivana est là, elle est vivante !» Mortimer s'était laissé pousser la barbe, ses cheveux hirsutes, et un bandeau digne des guerrieros le rendait méconnaissable. De l'ascenseur affluaient des gonzesses par dizaines, et le manoir fut littéralement envahi. Jumpy saisit sa femme dans ses bras en portant à sa bouche une gourde de bière fraîche. La grande femme la saisit et but goulûment. Elle en avait point goûté depuis fort longtemps. Puis la lumière revint dans tous les sous-sols, et Niels décida de sacrifier quelques litres de bière pour la jante féminine, et qui avait cessé de rappliquer. Ivana expliquait comment elle avait réussi à survivre malgré l'apocalypse en se réfugiant dans les Rocky Mountains chez des amis et comment elle forma un groupe de jeunes femmes Hells Angels avec des anciennes amies de l'armée. Mortimer n'en revenait pas. Il présenta ses étranges amis, le manoir à sa femme et son supérieur. Le général Abbott, 2 jours passèrent dans la détente totale. Toutefois, les caméras de surveillance ne s'arrêtaient point, prêtes à signaler le moindre danger extérieur. Puis Ivana dit à Mortimer, « Je te présente Kate, elle a travaillé longtemps dans des fermes et sait élever des cochons. C'est super, nous en avons besoin pour le carburant des Mech Warriors. Je crois qu'il est temps pour nous de développer des secteurs et un tracé pour les approvisionnements des jours à venir, dit Abbott. Il y aurait une route directe vers un hangar où serait stationné un hydravion à près de 2 heures de route d'ici vers le nord, je m'en souviens. Il pourrait nous être utile sur l'une de vos amis et pilotes, reprit-il. Kate Wilsfried a fait cela dans des bois aux alentours à quelques miles d'ici. J'en ai tiré 2 au fusil à pompe, dit l'une d'elles, puis elle se jeta au milieu de la salle. C'est pas suffisant. Allons chasser, mais faites gaffe, ne gaspillez pas des balles pour rien, ordonna Niels, en saisissant un fusil mitrailleur. Mortimer se mit un colt sur la hanche et fit une grimace digne des grands westerns, puis ils remontèrent vers les terrains de stationnement plus haut. Il faisait encore jour, et la vue du cochon raviva leur instinct de chasseur.